Quel avenir dans ce domaine-là pour le droit des robots? Eh bien, je pense que les cadres juridiques aujourd'hui ne sont pas suffisants pour prendre en place la diversité de la créativité que vont permettre les robots. Certains pensent, et je me situe dans ce courant, qu'après la mutation informatique, dont l'Internet est un des éléments, de manière plus générale, après la mutation informatique et télécommunications, la prochaine mutation, qui est aujourd'hui en état de démarrage, est la mutation robotique. Et comme il y a eu un droit de l'informatique, il y aura demain un droit de la robotique. Certes, non pas étranger aux règles classiques, mais un droit suffisamment spécifique pour pouvoir identifier des corps de règles particulières à ce type de bien. J'ai créé le droit de l'informatique il y a 34 ans et j'espère être à l'origine aujourd'hui d'un droit des robots, en tout cas de participer à la réflexion pour l'émergence d'un droit spécifique dans ce domaine. Je vous propose une réflexion sur ce futur droit. D'abord, il me semble que l'on pourrait créer une personnalité des robots, une personne robot, comme aujourd'hui, on a créé une personne morale. À côté des personnes physiques, il y a les personnes morales. Bien évidemment, les sociétés ne sont pas dignes d'émotion, mais aujourd'hui, les sociétés sont responsables pénalement. Les sociétés peuvent avoir un préjudice moral, les sociétés peuvent être protégées et condamnées lorsque des actes particuliers ont été commis par la direction générale. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire la même chose? Dans cette problématique qui est aujourd'hui posée pour les robots, plus les robots auront des degrés de liberté par rapport à leur environnement et par rapport à l'humain qui les utilise, plus, me semble-t-il, on peut justifier la création d'une personne robot comme on a créé une personne morale. De la même manière, ne faut-il pas créer une identité des robots? D'abord, quand je parle d'identité, c'est un numéro d'ordre. Vous savez que j'ai en tête à ce moment-là un fichier ou un portail. Est-ce que tous les automates, notamment lorsqu'ils sont en environnement ouvert, et encore plus lorsqu'ils sont en environnement ouvert et en environnement où il existe du public, est-ce qu'il ne faudrait pas que tous ces robots, qu'ils soient automates, qu'ils soient robots à capteur sensoriel ou qu'ils soient robots à décision, l'ensemble c'est un système gigogne, les robots à décision sont nécessairement des robots à capteur sensoriel et ont nécessairement intégré des automatismes, est-ce que ces robots en environnement ouvert, en contact avec le public, ne doivent-ils pas faire l'objet d'une immatriculation comme une voiture? Ce qui paraît évident pour une voiture pourrait l'être tout à fait pour un robot. L'importance de ces actions et de ces réactions sont suffisants, me semble-t-il, pour avoir un numéro de matricule, comme aujourd'hui vous avez votre numéro de sécurité sociale. Vous savez que chacun des Français dispose d'un numéro, le numéro de sécurité sociale, qui n'est pas remis lors du premier emploi, mais dès la naissance. De la même manière, peut-on pas aller encore plus loin? Car si on admet une personne robot comme on admet une personne morale, si on admet la nécessité d'un numéro comme un numéro de plaque minéralogique, ne faut-il pas aller beaucoup plus loin, mais vers un état civil, c'est-à-dire un état civil des robots qui permette d'identifier l'ensemble des numéros pour pouvoir accrocher cette personne à éventuellement un propriétaire ou un responsable. Et enfin, dernier élément de cette personnalité, c'est que si vous admettez la nécessité d'une personne robot, si vous acceptez l'idée d'un numéro, voire demain d'une marque, agissant comme un nom,
si vous partagez avec moi l'idée qu'il faudra une identité et un état civil, c'est clair qu'un fichier regroupant l'ensemble des robots, ou moins pour les robots en environnement ouvert en contact avec le public, pourrait créer là l'émergence d'un droit particulier, comme on a aujourd'hui le droit des personnes physiques et le droit des personnes morales. Et ce n'est pas parce que les personnes morales n'ont pas effectivement de cerveau qu'on n'admet pas qu'elles n'aient pas une existence juridique. Les robots, de la même manière, pourraient avoir une existence juridique avec une certaine autonomie, compte tenu des degrés de liberté que les systèmes robotiques aujourd'hui permettent d'avoir dans les relations homme-robot. Deuxième élément de réflexion, si ces robots, et notamment ces robots décideurs ou des robots à réaction, qui se trouvent dans des environnements ouverts avec du public, mais ça peut être aussi le cas dans des environnements fermés en relation avec des salariés qui les utilisent, ne faut-il pas prévoir un capital ? Comme il y a aujourd'hui un patrimoine financier pour les personnes physiques, comme il y a des sociétés avec un capital, à différence des associations, ne faudrait-il pas concevoir que chaque robot doit avoir un capital financier associé à sa personnalité ? Capital financier et donc déclaration d'existence, capital financier repéré dans ce fichier. Comme il y a aujourd'hui un registre du commerce des personnes morales, ne faut-il pas prévoir un registre industriel des robots ? L'idée, c'est que ce capital serait en relation avec les risques que ferait couvrir le robot en termes de conséquences économiques, voire de conséquences physiques. L'idée d'avoir un capital, comme pour les personnes morales, pour chacun des robots, c'est de mettre en place un système financier de protection. De la même manière, ne faut-il pas concevoir, parce que si ce capital a été trop faible ou a été dépensé par avance, un fonds de garantie pour que toute personne qui se trouverait face à des préjudices venant et créés par des robots puisse être indemnisée. Et puis même encore plus loin, ne faut-il pas pour l'ensemble des robots qui interviendraient en milieu ouvert et notamment en contact avec le public, d'avoir une garantie bancaire comme on peut l'avoir dans le domaine immobilier. La gravité des conséquences méritant l'existence d'une situation capitalistique particulière mise en place et qui serait déclarée dans ce fameux fichier en relation avec la personnalité robot, comme par analogie. Et cela existe avec la personnalité morale. La responsabilité, eh bien, si vous suivez cette analyse, on aurait bien évidemment une responsabilité particulière puisqu'on a une personne robot distincte de son propriétaire, de son utilisateur. On a un capital particulier à la personne robot. On peut envisager une responsabilité particulière, non pas celle habituelle, bien sûr elle s'appliquerait, non pas celle habituelle des machines, avec la notion de garde, et notamment la notion de garde de responsabilité de la structure, mais surtout cette fois-ci, responsabilité du comportement. Ce qui fait une différence entre une machine automate pour laquelle le processus est réitératif, c'est bien évidemment ces fameux degrés de liberté. Plus le robot ou plus l'automate aurait des degrés de liberté, plus on peut supposer un transfert de responsabilité de l'utilisateur vers le fabricant et du fabricant vers le concepteur de l'unité d'intelligence artificielle. On ne peut pas, de la même manière, parler de création assistée par ordinateur et se poser la question est-ce que le concepteur du système d'intelligence artificielle n'a-t-il pas participé à l'acte de la création, sans faire exactement le même raisonnement du niveau de la responsabilité, en considérant que si le robot à degré de liberté élevé n'est plus maîtrisable par l'utilisateur, la responsabilité de ce dernier serait bien évidemment retenue, mais pourrait être minorée ou garantie par la responsabilité du fabricant et notamment de celui qui gère le module de décision. Enfin, compte tenu des risques, ne faut-il pas, comme pour les voitures,
considérait que les robots ne peuvent pas être mis à la disposition de tous sans des assurances obligatoires liées à leur personnalité robot en relation avec le capital prédéfini. Enfin, dernier élément de réflexion, les éléments de protection du robot. Les robots de plus en plus, et notamment les robots personnels, vont être des concentrateurs d'intimité. Lorsque vous allez donner au robot vos habitudes, on peut supposer par exemple un système tout simplement domotique, même s'il ne prendra pas la forme d'un humain ou d'un animal, lorsque vous arrivez, de lancer vos chansons préférées. Lorsque ces chansons vont être lancées par le système, ce système a un élément d'émotion. Ces chansons ne sont pas forcément complètement neutres. Il y a une très grande corrélation entre le type de chanson, par exemple, et l'âge, comme il y a une très grande corrélation entre le type de prénom et la génération auquel ce prénom est associé. De plus en plus, les robots vont intégrer des éléments de réaction de type goût, de type mémoire de ce qu'a fait l'individu à l'intérieur de son domicile. Et là, la loi informatique fichier et liberté n'est peut-être pas forcément suffisante. Et il me semble qu'il faudra inventer un droit des robots pour tenir compte que ce robot puisse disposer d'informations liées à notre intimité, aussi importantes qu'on peut l'avoir aujourd'hui dans un ordinateur. De la même façon, ne peut-on pas concevoir, si c'est une personne robot, que la loi sur la fraude informatique, l'accès par exemple d'un système à un traitement automatisé d'informations nominatives est puni par des peines de prison de 2 ans et l'altération d'un système de traitement informatique ou la mise en place de virus ou le détournement d'informations, c'est 3 ans. C'est la fameuse loi Godefroy sur la fraude informatique. Est-ce que c'est suffisant ? Le fait d'avoir de l'information intime à l'intérieur du robot, le fait qu'il soit en relation émotionnelle avec la personne, peut-être faut-il concevoir, et en tout cas moi j'appelle de mes vœux, que la fraude informatique telle qu'elle existait pour les équipements soit légèrement modifiée pour qu'on puisse être pris en compte la fraude sur des robots. Sur les robots, il y a bien plus que dans un ordinateur. Enfin, on peut se demander s'il ne faut pas concevoir des robots avec des fonctions essentielles, prédéterminantes. On dit aujourd'hui qu'on ne peut pas livrer une voiture sans son système de sécurité et notamment des airbags enclenchés. Est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir une durée de conservation, notamment pour les robots personnels, de telle manière que l'information soit détruite après une certaine période? Un peu comme on le fait en matière de vidéosurveillance ou de vidéoprotection, où on admet que les images ne soient gardées qu'un mois, ou en matière d'accès sur l'Internet, où les fournisseurs d'accès ne doivent garder de l'information qu'un an. Ne faudrait-il pas prévoir une sorte de remise à zéro de l'information du robot, sauf opposition d'individus, de telle manière qu'ils ne deviennent pas des casiers informationnels portés par le robot sur le compte de la personne qui l'utilise. Voilà, au terme de cette présentation, le droit des robots, un droit en création future, un droit dont vous serez sûrement les acteurs, tant au niveau de la phase de conception que d'utilisation. Merci.